Bonjour, Bruno Belenfant, donc je suis architecte de l'atelier Belenfant et de Basse. Donc ça fait maintenant on va dire 18 ans qu'on travaille pas mal en milieu rural sur du bâti ancien, donc du patrimoine non classé, non protégé essentiellement. Et donc dans cette intervention-là, donc il y a trois termes, trois expressions importantes. Il y a bâti ancien, il y a rural et il y a innovation. Alors bâti ancien, effectivement, à quoi on fait référence quand on parle de bâti ancien? Moi, je place vraiment une coupure nette, vraiment une fracture importante entre deux façons de construire, deux univers complètement différents en termes de savoir-faire, de technique. C'est en fait la coupure de la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'apparition, après la Seconde Guerre mondiale, suite à la reconversion de l'économie et de l'industrie de guerre en industrie civile, donc de l'usage massif du béton, du ciment. Donc voilà, le bâti ancien, en fait, je vais plutôt parler du bâti qui a été construit avant les années 50. En milieu rural, effectivement, quand on parle de milieu rural, c'est pas toujours évident à cerner, puisque le milieu rural le bâti rural a pu, au fur et à mesure des mutations du territoire, devenir urbain. Donc c'est un terme que j'ai beaucoup de mal à circonscrire, en fait. Et pour terminer, donc la partie innovation, qui moi, me semble vraiment un élément important, en tout cas, qui nous motive beaucoup dans notre façon de travailler. Je ne parlerai pas tant, finalement, de l'innovation qu'on va apporter sur le bâti ancien, mais au contraire, de l'apport du bâti ancien dans l'innovation aujourd'hui. Je vais vous montrer pour commencer, pour se mettre en tête de quoi on parle, quelques images, voilà, donc de patrimoine, de bâtiments anciens qu'on rencontre régulièrement. Donc ici, voilà, c'est le recto verso, donc le verso, ancienne maison rurale, bâtiment de ferme. Donc le verso, construit fin 19e, début 20e. Et le recto, la belle façade, on va dire, qui, elle, a été complètement cimentée dans les années 60. Donc, le ciment était l'innovation dans le milieu rural à ce moment-là. Autre type de bâtiment sur lequel on a pu intervenir, voilà un ancien relais de poste transformé en logement locatif. Alors effectivement, l'intervention, nous, qu'on propose, consiste essentiellement à travailler sur des enduits à la chaux, nécessairement sur du bâti comme cela. Et la grosse question, c'est l'isolation. Comment on isole ces bâtiments-là? Je ne vais pas aller plus dans le détail sur cette opération-là, mais là, c'était une opération qui a déjà maintenant une dizaine d'années. On était sur une isolation en enduit chaud et chanvre à ce moment-là. Donc on ne parlait pas du tout, après, de niveau de performance énergétique comme on peut en parler aujourd'hui. Voilà, ici, donc une maison sur le bassin de Rennes, donc maison en bauge, qui a été réhabilitée, agrandie. Et donc c'est une maison en terre, des murs massifs en terre crue. Voilà. Donc ça pose... L'observation du bâti ancien, l'expérience du bâti ancien, en tout cas, nous a beaucoup interrogé sur ce que c'était réellement que la performance énergétique. Et de quoi on parle quand on parle de performance énergétique, d'autant plus dans le bâti ancien. Force est de constater, en côtoyant ce type de bâtiment, en rencontrant des occupants, qu'une construction en terre traditionnelle est une maison très confortable, de fait, alors qu'elle n'a pas d'isolation. Le paradoxe, c'est que vouloir l'isoler, par exemple, si on l'isolait par l'extérieur avec un très bel ITE, en fait, on irait dégrader ses performances, paradoxalement. Voilà, autre type d'intervention, donc sur une ancienne minoterie construite à différentes périodes, entre le 19e, 20e. Voilà. C'est juste pour vous montrer rapidement des types de bâtiments qu'on peut rencontrer. Par exemple, ici, une intervention, un projet sur lequel on commence à travailler dans la Sarthe, sur une petite commune rurale, où on voit qu'effectivement, là, la façade a été piquée, les pierres ont été entièrement dégagées pour donner une espèce d'aspect rustique
assez inappropriée en fait, au fonctionnement du bâtiment et à sa technique constructive. Voilà. Sur le même bâtiment, on voit effectivement cette innovation-là, qui était une innovation dans les années 50-60, c'est-à-dire l'arrivée du ciment, l'arrivée du béton, comment cette innovation-là, dont les effets n'ont pas été anticipés, ont conduit à des dégradations très importantes de ce bâti. Donc, la mise en place, notamment ici, d'enduits en soubassement, d'enduits en ciment, a conduit à une ruine progressive des ouvrages en pierre de taille en tuffeau. Bon, juste une image, parce que vous avez dû en voir d'autres, mais voilà, d'une intervention qui a été faite sur une maison à pans de bois sur la commune de La Guerche de Bretagne, hein, qui est très réputée pour ses maisons à pans de bois du XVIe siècle, XVe, XVIe. Et voilà une intervention où là, une isolation par l'extérieur amène une perte complètement de l'aspect et de la physionomie du bâtiment. Voilà, un autre détail aussi, bon, qui fait un peu sourire. Alors, la performance énergétique. Alors, bon, pour cette intervention-là, j'ai essayé de poser des choses un petit peu comme ça sur le papier pour me dire voilà où on en est quand on fait un projet, à partir de quoi on travaille. Donc, sur le bâtiment existant, on travaille à partir de l'ART existant par élément, voilà, qui est l'arrêté du 3 mai 2007, qui impose par type de paroi un niveau de performance. Voilà, pour les murs en contact avec l'extérieur, les rampants, etc. Et donc, ces niveaux de performance, de résistance thermique, induisent, suivant le lambda du matériau, d'avoir telle épaisseur à mettre en œuvre. Et quand on a fait ça, on est conforme à la réglementation thermique sur l'existant. Alors, c'est pour moi, je pense, hein, pour une approche très, très sommaire. En tout cas, c'est pas du tout un objectif. C'est pas du tout. Quand on a fait ça, on ne dit pas qu'on a fait un bâtiment performant. Hein, c'est quand même à minima. Et on est également dans la réglementation thermique confronté à un problème majeur dans le bâti ancien, qui est la divergence entre les modèles théoriques qui servent de base pour le calcul le calcul thermique du bâtiment, la divergence entre ces modèles-là et la réalité du bâti ancien. Voilà, dans le bâti ancien, on a quand même des éléments importants qui entrent en jeu, qui ne sont pas du tout pris en compte. Et donc, notamment, là, je parle du tampon hydrique. Le tampon hydrique, c'est la capacité d'un matériau à modérer les variations d'humidité, donc à absorber plus ou moins l'hygrométrie d'une ambiance intérieure, par exemple. Et on voit que suivant différents types de matériaux, les caractéristiques ne sont pas du tout les mêmes. On va du béton qui a un tampon hydrique de 0,38 g par mètre carré et par pourcentage d'humidité relative. C'est un peu complexe, mais jusqu'au béton de chanvre, où on a une capacité de tampon hydrique de 2 à 2,5. Ce qui veut dire que le béton de chanvre, par exemple, en l'occurrence ce matériau-là, a une excellente capacité à absorber l'humidité en excès, et donc à réguler l'ambiance hygrométrique d'un bâtiment. Donc ça, c'est une première chose. Et là-dessus, je m'appuie sur des travaux de recherche qui ont été effectués à l'université de Rennes, particulièrement sur le béton de chanvre. Première chose, le tampon hydrique. Deuxième chose, les phénomènes physiques d'absorption-désorption. Alors, c'est des phénomènes qui sont pas faciles à appréhender, mais qui sont extrêmement présents quand on aborde le bâti ancien. L'adsorption, donc, qui est le phénomène par lequel les molécules d'eau se fixent dans le matériau en dégageant de la chaleur. Ça veut dire que les molécules d'eau, sous forme de vapeur, sous forme liquide, se condensent dans un matériau et dégagent de la chaleur, produisent de la chaleur, donc influent nécessairement sur le bilan thermique du bâtiment. Et l'inverse, c'est la désorption.
Donc les molécules d'eau se détachent du matériau en absorbant de la chaleur. Donc on voit par ces phénomènes d'absorption-désorption se produit dans le bâti ancien, en l'occurrence, en tout cas dans les matériaux qui ont cette capacité hydrique, c'est-à-dire d'absorber et de relâcher de la vapeur d'eau, on voit qu'on a un phénomène de régulation thermique. Et ce phénomène de régulation thermique, il est à l'origine de la divergence importante qu'il y a entre les modèles qu'on utilise aujourd'hui et la réalité physique. Et voilà, donc là, je relaye aussi un communiqué de l'Association des industriels de l'isolation végétale qui ont annoncé récemment que le fonctionnement hygrothermique des isolants biosourcés amène une amélioration jusqu'à plus 50% de la performance thermique des parois. Donc le différentiel entre la performance théorique et la performance effective, ce qui est quand même une différence très importante, donc qui est basée sur des travaux effectués à l'INSA de Lyon. Et cette différence de performance, elle est essentiellement basée sur ces phénomènes d'absorption-désorption et d'utilisation de la vapeur d'eau dans les parois. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même, moi où j'en suis par rapport à ces questions-là. Aujourd'hui, on en est très loin d'avoir une appréhension complète, modélisée de tous ces phénomènes-là. En tout cas, ces phénomènes-là, ils existent, ils sont perçus par tous ceux qui vivent dans ces constructions-là. Et donc, il va y avoir une nécessité maintenant d'avancer plus sur ce domaine-là pour qu'on prenne en compte à sa juste mesure la question thermique dans le bâti ancien. Alors, je voulais vous montrer également une opération qu'on a réalisée pour la ville de Carquefou. Donc, on est ici, le point rouge correspond au site des Renaudières à Carquefou. Vous avez à droite la ZAC de la Fleuriet, et puis autour de ce point rouge-là est en cours de construction la ZAC de la Fleuriet 2. Donc, on est en plein milieu de ces deux zones-là. Voilà le site des Renaudières, donc qui est un ancien château qui a été transformé en ferme au XIXe siècle et sur lequel s'est implantée donc, une école de musique récemment et sur lequel nous on a travaillé jusqu'en 2013 pour la rénovation ou la réhabilitation plutôt de plusieurs bâtiments. Voilà le site de l'ancien château des Renaudières. Et donc voilà les bâtiments en rouge là, sur lesquels on est intervenu. Alors, on est intervenu sur un bâtiment où on a fait de la performance thermique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a eu à réaliser un bâtiment chauffé. Donc c'est le bâtiment qui est en haut, qui a été transformé en locaux pour les services d'action culturelle de la ville de Carquefou. Et les bâtiments qui sont en bas, au sud, eux, sont des locaux non chauffés, donc on n'a pas d'exigence en termes de performance énergétique. Pour autant, il me semble important d'aller jusqu'à vous montrer certaines choses, puisque quand on observe ces bâtiments-là, on trouve des mises en œuvre, des techniques qui, à mon avis, aujourd'hui, sont des ressources pour innover, y compris dans le bâtiment neuf. Donc voilà, la partie de l'aile sud, avant travaux, bon, forcément pas en très bon état. Donc après travaux, donc avec la rénovation d'un puits, rénovation d'un four à pain, d'un fournil, de quelques locaux, d'une ancienne grange. Voilà, un espace festif réalisé, donc non chauffé bien sûr, hein, donc qui n'a pas vocation à être chauffé. On a pu notamment utiliser des sols en terre. Et un ancien fournil. Alors là, je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps, où on a, donc, sur le plancher haut que vous voyez, on avait un ancien plancher en terre, hein, qui était pas forcément en très bon état, ou partiellement en bon état. Et donc on a repris, et qu'on a réalisé avec l'ancienne technique du plancher à quenouille, réalisé en terre.
Et donc c'était un type de plancher thermiquement intéressant, par rapport à sa réaction au feu très intéressant. Voilà, puisque c'est de la terre, donc c'est un matériau qui ne brûle pas. Par rapport aux matériaux qu'il utilise, il utilise donc des barreaux de châtaignier, du foin, de la terre. Le foin, il n'y a pas à aller très loin pour aller en chercher. Dans le champ d'à côté, on a du foin. La terre, il n'y a pas très loin non plus à aller en chercher, puisqu'en creusant dans le sol, on trouve de la terre qui est dans le site même qui est apte à être réutilisée dans ce bâtiment-là. Donc voilà, donc ça offre tout un tas de qualités qui répondent à mon avis, à beaucoup d'enjeux d'aujourd'hui. Donc le four à pain qui a été repris entièrement, c'est un petit peu annexe, et le pain, voilà, qu'on a fabriqué et mangé, qui était le plus important. En aparté également, quand on voit un ancien pan de bois qu'on a retrouvé, qui était masqué derrière un mur en ruine qui était en très mauvais état et qui avait été rapporté par devant. Donc cet élément en pan de bois qu'on a restitué complètement, lui, voilà, on retrouve la problématique des maisons à pan de bois et comment isoler des maisons à pan de bois. Même si ce n'était pas un bâtiment chauffé, donc ça abritait juste le four à pain, donc on l'a restitué en remplissant avec du béton de chanvre. Le béton de chanvre est enduit à la chaux. Voilà, en cours de fabrication. Donc là, la partie nord, qui a été transformée en locaux pour les services de l'action culturelle de la ville de Carquefou. Donc celui-là était destiné à être chauffé, donc avec besoin qu'on puisse y apporter de l'isolation, non seulement pour la performance énergétique, mais également et surtout pour le confort des occupants. Donc voilà, après travaux, avec restitution d'une ancienne lucarne, dans les combles, donc on a utilisé exclusivement pour l'isolation des matériaux biosourcés. Et c'est un aspect important. Il me semble que les matériaux les plus adaptés aux bâtis anciens en termes d'isolation, c'est des matériaux biosourcés. Pour les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, de perméabilité à la vapeur d'eau et de performance liées à la régulation hygrothermique par les matériaux biosourcés. Et donc là, ça a été isolé par 30 cm de laine de bois en toiture. Et d'autre part, au rez-de-chaussée, les parois verticales, les murs ont été isolés avec un béton de chanvre projeté sur 20 cm d'épaisseur. Donc le béton de chanvre, j'en ai parlé, effectivement, a cette capacité très importante à réguler l'hygrométrie et également à fonctionner en tant que régulateur climatique. Donc on s'est astreint à prendre en compte les données qui nous permettaient d'être conformes à la réglementation thermique sur l'existant. Donc c'est pour ça qu'on s'est limité à 20 cm d'épaisseur. C'est ce qui nous permettait d'avoir la résistance thermique de 2,3 qui était requise dans ce cas-là. Alors dans le bâti ancien, effectivement, ça demande une appréhension globale du fonctionnement du bâtiment, puisque également au niveau du sol, ici on est sur un sol qui est entièrement perspirant, de façon à éviter l'excès de remontée d'humidité par les murs. Donc on a un sol qui est entièrement perspirant depuis l'isolation au sol jusqu'au revêtement de sol. Et également accompagné d'un réseau d'un hérisson ventilé qui permet d'évacuer les excès d'humidité sous la dalle. Bon, en cours de chantier, voilà, avant application du béton de chanvre, donc le mur est dégarni de façon à pouvoir faire l'accroche du béton de chanvre sur le mur. Il y a toute une préparation à faire, de passage de réseau, etc., de mise en place de certaines ossatures pour pouvoir tenir des plinthes et des simèzes. Et la projection se fait en une seule fois sur 20 cm, et ensuite c'est égalisé au râteau pour pouvoir réaliser un enduit de finition. Alors quelques détails assez intéressants à réaliser
au niveau des baies, avec ébrasement et tablettes intérieures habillées en bois. Il y a toute une préparation, effectivement, avant l'application du béton de chanvre pour pouvoir réaliser ça, de façon à pouvoir réaliser la fixation de ces panneaux bois. Un autre local également qui était chauffé, celui-là aussi, mais dans l'aile sud, et qui était un petit local de 15 mètres carrés destiné à des locaux, à un bureau associatif. Alors, j'en viens maintenant, donc j'en termine sur cette opération à Carquefou, et j'en viens au dernier volet qui est l'innovation. Toute l'approche bâti ancien que nous, on a depuis 18 ans, elle est essentielle, non seulement pour intervenir sur le bâti ancien, mais également dans ce qu'on a pu proposer sur la construction neuve. Et on considère que ces qualités qu'on peut avoir dans le bâti ancien, qui sont réelles et tangibles, celles-là, on veut aussi les avoir dans le bâtiment neuf. Et comment en proposant justement des isolants biosourcés, des matériaux comme la terre, comme le béton de chanvre, la terre crue, le béton de chanvre, qui jouent un rôle important de régulateur et qui permettent d'aboutir, sans parler de performance thermique, parce comme on l'a vu, on est assez en déphasage quelque part avec la notion de performance théorique. Même si là, pour ce projet-là, notamment, que je vais vous dire trois mots, on est sur un niveau assez performant malgré tout. Donc, RT 2012, moins 50%. Enfin, tout ça, quelque part, à force, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais ce qui compte vraiment, je pense que c'est la perception physique, réelle, directe des ambiances. Donc là, c'est un bâtiment qu'on a réalisé, qui a été livré en début d'année, qui est une école à Bouvron, sur la commune de Bouvron. Alors, ce que vous voyez sur l'image, c'est tout simplement une charpente métallique, un grand hangar métallique, et à partir duquel on a réalisé des locaux intérieurs en ossature bois et construction terre. Donc on voit dans les murs que vous voyez, donc c'est de la terre crue sur des épaisseurs de 30 cm. Sur l'ensemble de l'école, donc il fait 1400 mètres carrés de surface utile, donc il y a 130 tonnes de terre qui ont été mises en œuvre. Et cette terre vient exclusivement du sous-sol de l'école, et donc a été extraite et mise de côté pendant les terrassements. Et donc, avec cette terre-là, on a réalisé plusieurs techniques qui étaient appropriées à cette terre-là, qui vont de la bauge, donc technique qu'on retrouve sur le bassin de Rennes, mais également en Loire-Atlantique, principalement autour du canal de Nantes à Brest. Des adobes également, donc c'est des briques de terre moulées et séchées. Et on a essayé les blocs de bauge préfabriqués, ça a été plus compliqué. Donc la technique qu'on a mise en œuvre ici, c'est un mix entre ces différentes techniques traditionnelles. Et on a également réalisé dans les classes maternelles des grottes en adobe, donc avec des coupoles sphériques. Alors, c'est pour ça que je disais, dans le bâti ancien, je pensais tout à l'heure sur le site des Renaudières, les planchers en terre qu'on voyait à l'étage du fournil. Voilà, ces techniques-là sont les ressources pour innover. Alors, si on peut parler d'innovation, est-ce qu'on innove en faisant ça? Peut-être. En tout cas, on adapte un savoir-faire et on le met en œuvre de façon peut-être différente, avec des moyens un peu différents, mais on le met en œuvre pour en retirer des qualités essentielles de confort dans un lieu comme celui-là, comme une école. Donc qualité de l'air, qualité des ambiances, ressenti des ambiances. Et puis, pour terminer, et donc voilà, ça c'est je dérive sur le bâtiment neuf pour terminer, parce que pour moi, l'intérêt du bâti ancien, l'un des intérêts du bâti ancien, au-delà du bâti ancien en soi, c'est
comment construire aujourd'hui, demain, à partir des techniques qu'on a pu appréhender, connaître, comprendre, des savoir-faire qui sont liés à ces matériaux-là, et comment on peut les réintégrer dans le bâtiment neuf, dans le but d'avoir des bâtiments performants, sains, confortables, dans lesquels on se sent bien. Donc ce bâtiment-là, c'est un multi-accueil qui est construit pour la communauté de communes Cœur d'Estuaire à Saint-Étienne-de-Montluc. Et donc là, ce qu'on voit, c'est une ossature bois, mais ensuite qui est remplie avec du béton de chanvre. Alors pour vous expliquer cette technique-là, j'avais une vidéo à vous montrer qui doit être là. Vous l'avez trouvé ? Non, non. Je vous laisse. Voilà. À Saint-Étienne-de-Montluc, au nord-ouest de Nantes, la communauté de communes Cœur d'Estuaire réalise un centre multi-accueil de 25 places destiné à de très jeunes enfants de 0 à 3 ans. Le bâtiment, en R+1 avec 450 m² de surface de plancher, a été conçu par l'atelier Belenfant et Daubasse. Le chantier est en grande partie réalisé en matériaux biosourcés provenant de la filière locale. La structure en ossature bois est remplie de béton de chanvre avec un enduit chaud-sable en finition extérieure et un enduit terre à l'intérieur, garant de la qualité de l'air. Un système constructif encore peu répandu, surtout pour un bâtiment destiné à recevoir du public. On commence à s'intéresser avec ce matériau-là aux bâtiments qui reçoivent du public, qui apportent non seulement la performance thermique réglementaire nécessaire, et également qui apporte un surplus de confort, au-delà de la question réglementaire, qui apporte vraiment un confort sensible que tout utilisateur perçoit directement. Côté confort de l'usager, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement la profondeur de pénétration de l'humidité dans le mur. En laboratoire, avec les tests normalisés, nous, on a défini des épaisseurs autour de 7 cm. Donc effectivement, vis-à-vis du confort de l'usager, c'est les 7 premiers centimètres qui vont être intéressants. Ce qui est du coup très intéressant aussi pour la rénovation des bâtiments, puisque une épaisseur de 7 cm permettra de corriger d'un point de vue thermique le bâtiment, donc d'améliorer ses performances thermiques, et d'apporter du confort à l'usager. Dans la construction, la filière chanvre commence à se structurer, notamment autour de l'association Construire en chanvre. Créée en 1998, cette association qui comprend des architectes, des agriculteurs, des entreprises ou encore des industriels comme la Cavac en Vendée ou les Chanvrières de l'Aube, a mis au point des règles professionnelles. Reconnues par l'association Qualité Construction, ces règles techniques constituent le seul texte de référence concernant l'utilisation des bétons de chanvre. Les granulats destinés au bâtiment doivent être labellisés pour qu'on ait une traçabilité ou qu'on ait une constance dans la nature du matériau, parce qu'on a identifié que suivant les qualités du granulat, on avait des prises plus ou moins aléatoires. Donc il a fallu à un moment donné, pour sécuriser tout le monde, amener de la certification sur le granulat, traçabilité. Et donc on a déposé, la filière chanvre, Construire en chanvre, a donc donné des critères discriminants, et certaines chanvrières se sont mis en fait dans la réglementation en labellisant leur chêne vote. Le problème, c'est aujourd'hui que tous les producteurs de chanvre n'ont pas forcément les moyens financiers ou techniques de produire un chanvre à granulométrie, poussière, couleur stable. Et donc, il est encore difficile pour certains d'accéder à la labellisation. Labels et règles professionnelles ne sont pas figés et la filière chanvre s'attache à les faire évoluer en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques. Les chercheurs s'intéressent d'ailleurs de près aux performances hygrométriques, acoustiques et énergétiques du chanvre, notamment dans le cadre du programme européen ISO-Bio. Donc actuellement, nous développons des nouvelles formulations pour aller vers des matériaux le plus biosourcés possible, à l'échelle laboratoire, et dans le cadre de ce projet européen, on va le transposer à l'échelle industrielle. Et donc les objectifs sont d'atteindre 2 nouveaux matériaux biosourcés pour l'isolation des bâtiments. L'un qui se mettra en œuvre par voie sèche, donc type panneau préfabriqué en usine, et l'autre qui sera mis en œuvre sur le chantier. Le chanvre semble promis à un bel avenir. Les chercheurs travaillent d'ailleurs autour des avantages liés au changement de phase de ce matériau naturel. Effectivement, le béton de chanvre va être le lieu de transfert et stockage de chaleur et d'humidité.
Donc les phénomènes de sorption et désorption qui vont se produire donc, en termes d'humidité sont couplés à des chaleurs de sorption et de désorption qui vont effectivement se répercuter sur le bilan énergétique du bâtiment. Ça se joue à plusieurs niveaux. Premièrement, d'un point de vue environnemental, c'est un matériau qui stocke le CO2 et qui a un bilan positif, c'est-à-dire qu'il stocke plus de CO2 qu'il n'en émet dans son cycle de vie. Et comparativement à d'autres procédés constructifs qui, eux, sont émissifs dans leur cycle de vie, le béton de chanvre, lui, stocke plus de CO2 qu'il n'en émet. Donc c'est vraiment une propriété importante, d'autant plus aujourd'hui, avec la COP21, qu'on va devoir faire attention. Le CO2 qu'on doit émettre, on doit faire des efforts pour le réduire de plus en plus. Voilà, juste pour terminer, une petite chose que je voulais ajouter par rapport à la question du CO2 qui me semble importante. Suivant les derniers chiffres donc, qui ont été publiés par Construire en Chanvre, comparativement pour une maison individuelle construite en béton de chanvre, donc tout compris, où on a un bilan de stockage de CO2 de 11 tonnes, sur une maison individuelle parpaing isolée avec de la laine de verre ou du polystyrène, on est plutôt sur de l'ordre de 15 tonnes. Ça veut dire que une construction de maison individuelle, par exemple, en béton de chanvre, va économiser 26 tonnes de CO2. Voilà, ce qui me semble aussi un élément important de ce type de matériau. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions ? Attendez le micro, parce comme on enregistre. Par rapport à l'école, c'est un établissement recevant du public. Et quelles sont les difficultés réglementaires que vous avez rencontrées pour la mise en œuvre de vos procédés constructifs en termes de assurance décennale, conformité par rapport au règlement de sécurité, classement, etc. quoi. Pour la terre, aucun, ou presque pas. En tout cas, c'est la première fois, on a déjà fait 3 écoles avec de la terre, c'est la première où le bureau de contrôle nous a embêtés. Et parce qu'il n'y avait aucun référentiel, donc il ne pouvait pas se prononcer, alors que dans d'autres circonstances, le bureau de contrôle nous a dit que c'était un élément de décoration, donc qui ne regardait même pas, quoi. En l'occurrence, là, il nous a embêtés parce qu'il n'y avait aucun référentiel. Mais il nous a quand même dit, oui, mais c'est un élément qui ne rentre pas en compte dans la structure, il n'est pas porteur. Il ne joue pas un rôle ni d'un point de vue structurel, ni d'un point de vue de sécurité incendie. Alors qu'on pourrait, mais bon, on s'est astreint à ne pas le faire. Il n'y a pas de PV qui nous le prouve. Donc de fait, ça ne pose pas tant de problèmes que ça, dans la mesure où on ne va pas trop loin dans son utilisation. Si on voulait faire une construction avec de la terre porteuse, effectivement, ça deviendrait beaucoup plus compliqué, ça deviendrait un problème, et donc on n'en ferait pas, quoi. Et pour le béton de chanvre, il n'y a aucun souci, puisque c'est couvert par des règles professionnelles qui font que le béton de chanvre est aujourd'hui une technique courante. Les assureurs considèrent le béton de chanvre comme une technique courante. Le béton de chanvre est un peu cher, encore. Il se structure en ce moment, donc je pense que les prix vont baisser. Le béton de chanvre est un peu cher. La terre, pas du tout, parce que, en tout cas, pour l'école de Bouvron, le coût de construction de l'école, au final, est de 1 050 € le mètre carré hors taxe, avec 130 tonnes de terre. Donc c'est plutôt dans des bases économiques extrêmement basses. Pas forcément reproductibles partout.